All systems online. Salut à tous, c'est Schneider, et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore post de mardi présentait l'entreprise Rest and Relax. À une époque non précisée de la colonisation de l'espace, un ingénieur nommé Johan Alexandre a proposé à Maïr Eriksen, un investisseur, de transformer une épave de station spatiale du système Baker en station-service opérationnelle pour la moitié de l'argent que ça prendrait pour en construire une nouvelle. L'investisseur accepta et le pari fut payant puisque la station devint rapidement un point de passage incontournable pour tous les transporteurs qui transitaient dans le système Baker. Et conformément au contrat signé avec son investisseur, Johan Alexandre devint le PDG de la nouvelle entreprise Rest and Relax. Lors de la construction de la station, il travailla avec l'entreprise de livraison d'une dénommée Kelly Sabatino et fut tellement impressionné par ses services de livraison et de réparation qu'il lui proposa de fusionner leurs deux entreprises pour étendre les services offerts par les stations Rest and Relax. Constatant à quel point l'affaire était en train de bien tourner, l'investisseur Maïr Eriksen décida d'acquérir d'autres épaves de stations, mais elles commencèrent à manquer rapidement. L'ingénieur Johan Alexandre transforma alors une de ses vieilles stations en usine et fabriqua à la chaîne des préfabriqués de stations Rest and Relax afin d'étendre l'activité de l'entreprise dans les systèmes autour de Terra. Pour finir, Eriksen proposa à ce que l'entreprise étende son activité à plus de métiers différents, pour avoir uniquement des boutiques estampillées Rest and Relax dans toutes leurs stations. Mais Sabatino lui démontra que cela ne serait pas rentable et proposa plutôt de louer des emplacements sur chaque station pour permettre à des entreprises tierces d'y avoir des boutiques. Cela permet à chaque station d'être unique et de s'adapter au paysage économique de chaque système planétaire. Au final, au XXe siècle, Rest and Relax est une entreprise incontournable dès lors que vous voyagez dans l'espace. Toujours mardi, on était censé avoir une vidéo avec Brian Chambers nous montrant les progrès tant attendus de Squadron 42. Vidéo qui a été reportée parce qu'ils prétendent avoir eu quelques problèmes lors de la création de la vidéo. Celle de décembre a été largement réduite après que Chris Roberts ait décidé d'en enlever plus de la moitié, officiellement pour ne pas nous spoiler, donc c'est possible que ça soit pareil cette fois-ci, même si ça explique mal le report de plusieurs jours. Après, au point où en est le développement et au point où en est la patience des joueurs, je pense que la majeure partie de la communauté préférerait avoir des preuves rassurantes de la progression du projet, quitte à se faire spoiler. Jeudi, l'émission Inside Star Citizen est revenue sur les progrès de la mise à jour 3.10 et on a pu voir des choses encourageantes. Tout d'abord, la capacité à pouvoir traîner des corps avance bien. C'est quelque chose qui ne progressait pas sur la roadmap de Squadron 42 depuis très longtemps et c'est apparemment essentiel pour certains passages de la campagne. En l'état, ça a été validé pour être intégré à la 3.10, mais ils vont retravailler un peu ce système pour que la saisie du corps ait l'air de se faire vraiment physiquement, ce qui n'est pas encore vraiment le cas. Ensuite, après avoir été réclamé pendant près de 2 ans et demi, ils ont enfin un prototype d'affichage tête haute qui s'adapte à ce qu'il y a en arrière-plan. Donc, que vous soyez en train de regarder dans le vide de l'espace, ou vers une planète, ou un peu des deux, les inscriptions sur l'affichage tête haute adapteront leur luminosité de sorte à être lisibles en toutes circonstances. Mais c'est encore un prototype qu'ils vont peaufiner. Sur les vaisseaux, le Cutlass Blue est enfin terminé et devrait arriver pour la 3.9.1. Et il continue enfin d'améliorer le M50 d'origine avec ici le cockpit. Sur les environnements, il continue de travailler sur la station Grimex avec, comme dit au cours des semaines précédentes, ses hangars et toute la zone qui servira au futur circuit de course. Et enfin, la première planète du système Pyro continue de progresser et ils ont précisé quelque chose d'important. La planète telle que vous la voyez, déjà est loin d'être terminée, mais surtout dans le cadre du chantier, n'est pas intégrée au système Pyro. Donc ça sera sûrement visuellement totalement différent quand ils l'auront placé à côté d'une étoile en train de se transformer en supernova. Vendredi, CIG a publié la mise à jour 3.9.1 et a démarré en même temps une semaine de vol libre intitulée l'Invictus Week, et a donc lancé cet événement en même temps qu'une nouvelle mise à jour, ce qui a complètement fait planter les serveurs. Dans l'univers de Star Citizen, c'est une semaine de commémoration de la Navy de l'UE qui marque une nouvelle année de service pour les citoyens qui se sont engagés, qui permet à la Navy de recruter de nouveaux citoyens et de réaliser des spectacles de vol avec ses pilotes. Un parc d'exposition est dédié à cet événement sur ArcCorp et permet d'admirer des statues, des vaisseaux, des plaques commémoratives pour en savoir plus sur l'histoire de la Navy et de se rendre dans les boutiques de vaisseaux des différents constructeurs. Et pour CIG, c'est l'occasion de faire tester le jeu gratuitement à de nouveaux joueurs qui pourront utiliser librement des vaisseaux et des véhicules avec un jour bien précis de la semaine attribué à chaque constructeur.
Cet événement est aussi l'occasion de présenter de nouveaux vaisseaux et véhicules, avec cette fois-ci le G12 d'Origin. C'est un rover tout ce qu'il y a de plus classique, avec l'esthétique d'Origin, déclinée en 3 variantes. Une variante tourisme, avec une tourelle de taille 1, une variante course, équipée d'une bombe EMP, et une variante pour le combat, équipée d'un lance-missile de taille 2, et qui sert pour les patrouilles au sol de la Navy de l'UE. Et enfin, pour terminer sur cet événement, des stations un peu particulières ont été mises en orbite d'Arcorp. Ils n'ont pas précisé pourquoi pendant l'Inside Star Citizen, mais on sait depuis le lancement de l'Invictus Week que ces stations servent de dock d'amarrage pour un javelin qui a débarqué sous les feux d'artifice. La 3.9.1 a également été lancée avec une nouvelle fonctionnalité permettant de personnaliser la coque de ces vaisseaux. Depuis son Mobiglass, pour certains vaisseaux, il va être possible de sélectionner un skin à appliquer sur la coque, qui n'est pas permanent et qui pourra être remplacé par la suite. Durant l'Invictus Week, certains skins seront achetables sur la boutique du jeu contre de l'argent réel, et plus tard d'autres skins seront achetables en jeu avec des crédits Alpha UEC. Certains skins seront d'ailleurs exclusivement achetables en jeu. Et pour ce qui est des skins qui ont déjà été créés par le passé, comme celui du Valkyrie Liberator de la CitizenCon 2018, ils vont être adaptés à ce nouveau système, mais resteront probablement des éditions collector qui ne pourront pas être à nouveau obtenues dans le futur. Vendredi, l'émission Star Citizen Live recevait plusieurs membres de l'équipe en charge des véhicules et des vaisseaux pour répondre aux questions des backers. La refonte du système de boucliers est toujours en cours. Afin de générer les boucliers autour d'un vaisseau, ils veulent utiliser un autre système qui va déterminer un volume autour du vaisseau de façon dynamique. C'est plus long que de générer ce volume à la main pour chaque vaisseau, plus compliqué, mais ça permettra plus de possibilités pour gérer les boucliers des vaisseaux qui pourront changer de forme en vol. Il est toujours question de pouvoir mettre des modules d'automatisation des tourelles dans les vaisseaux, mais c'est encore à l'état de prototype. Le Banu Merchantman n'est malheureusement toujours pas en cours de création. C'était prévu qu'il rentre en production après le Karak, mais ils ont décidé de passer plus de temps sur son concept afin d'être sûrs de ce qu'ils veulent faire avant de lancer la production. Le Mercury n'aura probablement pas le gameplay de transporteur de données associé à ce vaisseau lorsqu'il sera disponible. Il déploie le gameplay associé à un vaisseau en même temps quand c'est possible, mais cette fois ça sera sûrement pas le cas. Par contre, ils se sont aperçus qu'il était presque possible de faire rentrer un rover dans le Mercury, donc ils ont poussé un peu les murs pour que ce soit possible. On a eu des détails sur l'amarrage des vaisseaux entre eux et aux stations. Il y aura 2 tailles de sas d'amarrage qui ne seront pas compatibles. Le plus petit est visible notamment sur le Constellation, et le plus gros sera visible sur les stations et les Capital Ships. Ce sujet progresse, mais il bloque actuellement sur les cas d'arrimage particuliers, comme le Merlin dans le Constellation, le cockpit du Caterpillar et le Hull C. Le Hull C d'ailleurs n'est pas prêt d'arriver car il cumule plein de problèmes. Tout d'abord, c'est un vaisseau qui sera trop grand pour pouvoir atterrir où que ce soit, donc il nécessitera de pouvoir être amarré à une station. Ensuite, le système gérant les grilles physiques au sein d'un vaisseau n'a pas été conçu pour avoir des grilles physiques dépliables. Pareil pour le système de pièces gérant la répartition de l'air, la diffusion du son et de la lumière, il ne gère pas le fait que le corps du Hull C puisse s'allonger. Aussi, le système de grille physique permet pour l'instant d'avoir des caisses de marchandises à l'intérieur des vaisseaux, mais pas à l'extérieur, ce qui est le cas du Hull C, qui devra en embarquer en plus des milliers, ce qui va forcément impacter les performances. Heureusement, tous ces sujets progressent, mais malheureusement plutôt lentement. Et pour le coup des grilles physiques qui ne gèrent pas les caisses de marchandises à l'extérieur du vaisseau, ça affecte aussi le Mustang Alpha. Pour ce qui est de la personnalisation des vaisseaux avec les composants, il prévoit de nous permettre prochainement de changer de set de propulseurs pour un vaisseau, et qu'il soit achetable en jeu. Mais ça leur fait faire pas mal de tests en plus vis-à-vis de l'équilibrage de ce futur ensemble de propulseurs. L'IFCS devrait recevoir une grosse mise à jour en 3.10 avec une amélioration du contrôle des propulseurs et du vol en atmosphère, et on devrait bientôt avoir un épisode d'Inside Star Citizen sur le sujet. Le contrôle des tourelles a aussi été amélioré, ils estiment qu'il est meilleur que jamais, ça devrait aussi être bon pour la 3.10, et là aussi ça devrait être visible prochainement dans une de leurs émissions. Sur le Karak, ils prévoient toujours de nous permettre de déployer ces antennes, mais ils ne l'ont pas fait car on n'en a pas encore l'utilité. Et pour ce qui est des protections autour du cockpit, c'est toujours prévu, mais c'est plus compliqué et long que ça en a l'air, et ils n'ont pas eu le temps. Le Constellation Taurus n'est toujours pas entré en production, il serait pas compliqué à faire, mais ils estiment qu'il y a assez de vaisseaux de transport de marchandises comme ça, et d'autres vaisseaux plus importants à créer. Pareil pour le Polaris, ils progressent pas du tout dessus en ce moment, et même s'ils aimeraient améliorer certaines choses sur le 600i, ils n'ont pas le temps pour l'instant.
Ils aimeraient rendre les motojets plus rapides, mais s'ils le font, comme les planètes sont assez escarpées, il faudrait leur donner aussi une altitude de vol plus élevée, ce qu'ils ne souhaitent pas. Certains joueurs ont trouvé que le rayon d'action du Terrapin en saut quantique était moins grand que le Pisces avec le même moteur de saut quantique. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte pour déterminer l'autonomie de chaque vaisseau, mais il est possible qu'il y ait une erreur dans ce cas-là, auquel cas le joueur l'ayant remarqué devrait le rapporter sur l'issue console. Et enfin, pour ce qui est du Redeemer, John Crew a seulement répondu que les joueurs devraient jeter un œil à l'exposition consacrée à Aegis pendant l'Invictus Week, et le Calling All Devs de la semaine prochaine devrait parler du recyclage d'épaves. Pour finir, samedi, CIG a mis à jour la roadmap de Star Citizen. Les magasins de New Babbage et les améliorations de la station Grimex ont bien avancé, la capacité à pouvoir traîner des corps est presque terminée, et le Cutlass Blue a été supprimé de la roadmap puisqu'il a été ajouté vendredi en 3.9.1. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.